Bonjour et bienvenue à notre troisième séance d'introduction juridique à la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse juridique d'une blockchain. Je m'appelle Joulou Christian et je serai votre formateur dans ces 30 prochaines minutes. Alors, quand je parle d'analyse juridique d'un projet blockchain, je parle également de la blockchain. Et cette analyse doit être faite de prime abord avant de pouvoir décider ou définir le statut juridique qu'une entreprise va avoir auprès des autorités compétentes. Est-ce que cette entité sera une SAS, une SASU, une SARL, une SA, ou même de l'auto-entrepreneuriat, de la micro-entreprise? Pourquoi pas? Je pense que dans un avenir très proche, il sera possible de pouvoir complètement créer une société avec des tokens en micro-entreprise. Il s'agira dans tous les cas de pouvoir être un bon juriste, un bon avocat, un bon notaire, un bon comptable, pour pouvoir définir le type d'entreprise, le type de statut juridique que vous allez pouvoir conseiller à votre client. Pour ce faire, donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons subdivisé en trois grandes parties les analyses que chaque juriste, quand je dis juriste, c'est le notaire, c'est l'avocat, c'est peut-être même l'expert comptable qui conseille ou qui conseillera les entrepreneurs sur la forme juridique de l'entreprise qu'ils voudront créer. Donc, ces trois moments, c'est le marché, le mécanisme de fonctionnement de l'entreprise et le mécanisme du design. Alors, pas le mécanisme du design, mais plutôt le design. Donc, on les a appelés le design du marché, le design du mécanisme de fonctionnement et le design du token. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, nous allons partir par le design du marché. Lorsque vous voulez créer une entreprise, la première des choses que vous allez chercher à comprendre, c'est est-ce qu'il y a un besoin? Parce que s'il y a un besoin, alors il y a forcément des gens qui voudraient qu'on réponde à ce besoin et qui sont prêts à payer ou non pour satisfaire ce besoin. Donc cela dépendra toujours du désir profond, urgent ou non, de répondre à un besoin. À l'ère de ce que nous appelons aujourd'hui la tokenomie, donc l'économie par les tokens, il est indispensable de toujours partir de ce qui existe déjà, à savoir le marché. Donc, on va d'abord pouvoir comprendre est-ce qu'on a l'attractivité du marché. Et quand je dis attractivité du marché, eh bien, je veux vous faire comprendre qu'il faut, en ce sens-là, s'assurer que nous ne créons pas des tokens qui ne vont jamais être utilisés. Nous ne créons pas une entreprise qui ne répondra à aucun besoin pressant. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étudier l'attractivité du marché. Et donc, une fois l'attractivité du marché étudiée et maîtrisée, lorsque nous sommes sûrs que le besoin auquel nous voulons répondre a
un marché qui est prêt à l'accueillir, nous allons passer à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, justement, c'est de s'assurer que dans notre mode de fonctionnement, dans le mode de fonctionnement de notre entreprise, on va avoir ce qu'on va appeler de la fluidité des transactions. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, si je suis une entreprise comme, par exemple, McDonald's, pour les burgers, je vais m'assurer que les gens soient capables de pouvoir acheter rapidement et recevoir leur repas. Si je suis Microsoft, eh bien, je vais vouloir m'assurer que mon programme est accessible à qui le voudrait au moment T où il le demande. Que ce soit Office, que ce soit différents types de produits. Donc, fluidité des transactions. Et enfin, le dernier point, c'est la sécurité des transactions. C'est la partie la plus importante. Aujourd'hui, la sécurité est principalement assurée par de grandes entreprises qui sont privées, principalement, et centralisées. Donc, si moi je veux créer une entreprise qui est plutôt décentralisée, donc sur blockchain, je dois m'assurer au minimum que la sécurité sera présente. En réalité, l'avantage d'un projet blockchain, ou bien sur la blockchain, c'est le fait que, par défaut, si nous utilisons une blockchain qui a une communauté très active, qui est au fait de nouvelles menaces, nous sommes par défaut protégés. Par exemple, si nous déployons une application décentralisée sur le réseau Ethereum et ses différentes autres couches, comme Polygon, comme Arbitrum, eh bien, par défaut, nous avons la cryptographie qui nous assure au minimum une transaction sans faille, jusqu'à ce que on aille peut-être trouver un bug qui pourrait être exploité comme faille sécuritaire. Une fois que nous avons analysé cette partie du marché, nous allons à la deuxième partie. Alors, cette deuxième partie va concerner le mécanisme de fonctionnement de votre future société. Comment est-ce que fonctionne ce mécanisme de fonctionnement? Alors, il est basé sur trois facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur décisionnel. C'est-à-dire, quel est le mode de gouvernance de toute ma société? Et donc, à partir d'ici, en principe, on va devoir commencer à parler des différents types de sociétés qui existent. Est-ce que ça va être une micro-entreprise? Et dans ce cas, quelles sont les responsabilités juridiques, les responsabilités légales que cette personne va porter? Est-ce que ça va être une SASU ou alors une SAS, etc., etc. Donc, ça va être qui prend les décisions. Ensuite, ça va être également une autre forme de prise de décision qui n'est pas du tout basée sur une motivation financière. Ça va être tout ce que nous appelons aujourd'hui AG, Assemblée Générale, mais également élection, prise de position sur certaines propositions. Et enfin, le dernier point, ça va être la structure au sein du mécanisme de fonctionnement. C'est-à-dire, étant donné que la plupart de ce qui se passe sur la blockchain, eh bien, c'est principalement basé sur des relations pair à pair, eh bien, la question qui va se poser, ça va être de dire comment se passent les transactions entre les pairs, entre membres de la société.
comment se passe ensuite l'exploitation de la data qui est collectée? Est-ce que c'est une exploitation honnête et transparente? Comment est-ce que nous avons accès à la data de toute la communauté? Et comment le faire de façon transparente pour éviter toutes les gaffes qu'ont fait jusqu'à présent les GAFAM. Donc, dès qu'on finit de répondre à cette fameuse question de l'accès à la data de la communauté, eh bien, en fait, derrière, on se met à construire soi-même la communauté. La communauté devra, en principe, vous faire confiance. Ou du moins faire confiance à l'ensemble de la société. Une fois que cette deuxième partie est achevée, nous allons à la troisième partie, qui va être le design du token. Quelle est la particularité du design du token? Eh bien, c'est qu'il aussi est basé sur trois objectifs. Trois objectifs qui sont, premier objectif, le token en lui-même doit avoir un seul but. Pas deux, ni trois, etc., etc. C'est toujours un seul but. Et ce but-là peut être défini de plusieurs façons. On va tout de suite, tout à l'heure, analyser un certain nombre de projets blockchain pour voir si tout ce que nous sommes en train de citer est présent. Donc, un seul but, un token, un objectif. Ensuite, le ROI, c'est la partie qui, en principe, devra intéresser la plupart des gens qui sont présents. Ce sera le retour sur investissement. C'est la motivation financière de la participation à la société. Et enfin, nous avons la partie code et algorithme. Ça va être de définir la nature du token, de définir le mode de distribution du token, qui est très important pour après pouvoir définir sa valeur sur le marché, etc., etc. Donc, très rapidement, un juriste qu'un client vient voir en lui disant « Je voudrais créer une entreprise basée sur la blockchain, mais je ne sais pas quel statut juridique je vais prendre. » Eh bien, ce juriste doit être capable de s'asseoir avec son client et d'analyser, suivant ce schéma, le design, ou du moins le mode de fonctionnement de la future société qui sera sur blockchain. Et donc, on finit par se rendre compte qu'en réalité, blockchain ou pas blockchain, le travail du juriste ne change pas. Ce qui va probablement être un changement que je ne vois pas comme un changement, mais plutôt que je vois comme un addendum, comme une autre opportunité en plus. Ça va être tout simplement de prendre ce qui existe déjà et de l'adapter à ce nouvel environnement de business. Nous allons prendre quelques projets ça et là pour les analyser et voir si ils entrent bien dans le cadre de notre schéma, de notre analyse. Nous allons commencer par le projet Bitcoin, bien sûr. Bitcoin avec grand B, par exemple. Bitcoin avec grand B, c'est la blockchain Bitcoin. Donc, blockchain Bitcoin. D'abord, au niveau du design du marché. Attractivité du marché. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin, à un certain moment de leur vie, de faire des transactions rapides, sécurisées, sans recourir à de la paperasse?
ou sans recourir à des justifications à longueur de journée? Oui. Donc, on se dit, il y a une chance sur deux que notre petit projet fonctionne. Donc, on coche la première case. Oui, on a ce genre de personnes qui sont prêtes à payer pour se passer du système présent qui ne marche plus tellement bien. 2. Est-ce que le projet que je suis en train de présenter me permet d'avoir une certaine fluidité des transactions? Oui, mais le petit problème avec cette fluidité des transactions, c'est que si nous avons une masse importante de personnes qui veulent en même temps faire des transactions, eh bien, on aura ce qu'on va appeler une congestion du réseau. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver une solution secours pour s'assurer que tout le monde, ou du moins tous ceux qui veulent faire des transactions, les fassent de façon fluide. On pense à quoi? Au Lightning Network. Super. Et enfin, niveau sécurité des transactions. Est-ce qu'on est sûr que personne au monde ne pourra à un moment ou un autre faire ce qu'on va appeler une attaque de double dépense? Ça veut dire que cette personne va faire semblant de dépenser un token 2 fois. Donc, j'envoie du Bitcoin à mon ami X et dans le même temps, je trompe le système pour lui dire que j'ai la même quantité de Bitcoin qu'avant et que donc je vais l'envoyer à mon ami Y. Est-ce qu'on peut assurer les utilisateurs qu'on aura cette suffisance de sécurité? Oui. Comment? Eh bien, en faisant appel à des gens qu'on va appeler des mineurs et dont le rôle central sera de sécuriser le système en validant les transactions. Donc, les mineurs sont dans la danse. So far, so good. On passe à l'étape numéro 2. Design du mécanisme de fonctionnement. Qui prend les décisions de changement du protocole, de la mise à jour du système? Eh bien, avant de pouvoir définir qui prend les décisions, on va devoir définir la nature de ce projet blockchain. Est-ce qu'il est public, complètement ouvert, ou bien il est privé, donc géré par des entités bien choisies et bien définies, ou alors il est mixte, ça veut dire qu'une partie est publique et une autre partie est gérée par des entités bien connues de l'ensemble des membres du système. Et bien dans le cas de la blockchain Bitcoin, il est complètement public. Donc, s'il est complètement public, ça veut dire que la prise de décision va se faire de façon communautaire. Donc, c'est la communauté qui prend les décisions. Par contre, comment est-ce que les décisions sont prises? Eh bien, est-ce qu'on va appeler tout le monde sur le réseau pour lui dire « Ok les gars, on se réunit, il y a une décision à prendre » ou bien on va le faire tout simplement sous forme d'élection. Et si nous le faisons sous forme d'élection,
Comment est-ce que cela va se présenter? Eh bien, on met en place un système qui permet, par exemple, de faire des votes automatiques. Donc, on fera une assemblée générale et lors de cette assemblée générale, on va faire des propositions qui seront à leur tour soit validées ou invalidées. Et donc, suivant les décisions prises, on va changer ou non le protocole. On va mettre à jour ou non le protocole. Et donc ça rentre dans la motivation non financière. Je vote parce que je suis intimement convaincu que, d'une part, la survie du projet blockchain dépend de mon activisme. C'est pour cela que vous entendrez bien souvent parler des bitcoins maximalistes. C'est un peu trop exagéré. Mais également, cela me permet de me faire voir du reste de la communauté comme étant une personne qui suit de près ce qui se passe parce qu'elle a un intérêt à ce que ce projet continue de vivre parce que, par exemple, j'ai mes convictions au sujet de la liberté pour tous de pouvoir faire des transactions de n'importe où de la planète vers n'importe qui sans devoir tout le temps porter des justificatifs auprès de telle autorité, auprès de tel institut bancaire, etc., etc. Motivation non financière égale à conviction que je porte pour le projet. Et 3, structure. Eh bien, vu que c'est des transactions de pair à pair, il va falloir s'assurer que, effectivement, nous n'avons pas besoin d'un tiers de confiance entre nous. Il va falloir qu'on s'assure que les données qui sont produites ne passent pas par un tiers de confiance qui peut les exploiter à mauvais ou bon escient. Il va falloir s'assurer et de façon transparente assurer la communauté que la data qui est collectée est utilisée de façon très honnête. Aujourd'hui, si vous allez sur les différentes scanners de blockchain, vous êtes en mesure de voir en temps réel ce qui se passe au niveau de la blockchain. Par exemple, si vous allez sur Etherscan, eh bien, vous allez pouvoir voir ce qui se passe en temps réel sur, par exemple, la blockchain principale, la mainnet, donc c'est la couche principale de Ethereum en termes de transactions. Telle adresse vient d'envoyer telle somme d'Ether à telle autre, ou bien telle somme de DAI, de Maker, etc., à telle autre adresse. Honnêteté au niveau de la collecte de données et surtout de son accès. N'importe qui est capable aujourd'hui de se connecter et de faire un audit des transactions qui se passent sans être bloqué, sans avoir à payer X ou Y. Et donc, cela est nouveau dans la façon dont nous pensons l'organisation de la société. Parce que si nous pouvons accéder gratuitement à ces données-là, cela sous-entend que derrière, nous pouvons imaginer de nouveaux applicatifs, de nouvelles formes de business, de nouvelles opportunités s'ouvrent à nous. Et ce n'est que le début de cette nouvelle technologie qu'est la blockchain. Donc, est-ce que cette structure est respectée au niveau de Bitcoin, de la blockchain Bitcoin, du projet Bitcoin? Oui. Troisième étape, le design du token. Là, on va parler de Bitcoin, mais avec un petit b. Parce que le petit b, c'est
de token de Bitcoin, tandis que le grand B, c'est la blockchain Bitcoin. Quel est l'objectif principal du petit token Bitcoin? Eh bien, c'est de pouvoir faire du paiement. C'est tout. Je paye un point, un trait. Rien de plus, rien de moins. Si vous comprenez cela, vous avez compris la fonction principale du token de la blockchain Bitcoin. C'est un moyen de paiement. Il n'y a pas d'autre fonctionnement. Maintenant, quand même l'objectif principal du token de Bitcoin, c'est un moyen de paiement, cela ne sous-entend pas que les fonctions, ou plutôt je dirais les natures de ce token ou de ce projet ne vont pas évoluer. Parce que si jusqu'alors c'était tout simplement un moyen de paiement, eh bien, certains vont se dire, attention, et si on en faisait un moyen de financement, d'investissement, et mieux encore, si on en faisait une valeur qui pourrait nous permettre, sur 1, 2, 3, 5, 10, 15 ans, de gagner des intérêts. Donc, on va faire par exemple ce qu'on appelle du staking de Bitcoin, un peu comme le livret A. Donc, quand on fait on met notre Bitcoin, notre petit Bitcoin à disposition d'un courtier, d'une banque, eh bien, sur 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, à la fin, on est censé retrouver ça. La motivation financière dont je vous parlais tout à l'heure. Le retour sur investissement. Et donc, quand on a ce retour sur investissement, en faisant du staking, on a complètement changé la nature première de la blockchain Bitcoin et de son token petit b Bitcoin qui avait uniquement été créé pour le paiement. Et même lorsque nous le donnons tout simplement comme notre argent que l'on dépose dans un livret A, eh bien, la banque qui va l'utiliser pour investir dans un projet va également changer la nature du token. Parce que ça va tout de suite devenir un instrument d'investissement. Alors, quelle sera la nature juridique du Bitcoin avec petit b ici? Est-ce qu'on va se dire que c'est ce qu'on appelle un token utilitaire, utility token, ou bien c'est un security token? Donc aujourd'hui, pour un même token, on se rend compte qu'il y a plusieurs modes d'utilisation et donc plusieurs statuts juridiques qui peuvent en une journée s'appliquer. Mais le plus important, c'est qu'on a assisté à ce qu'on va appeler une liquéfaction du marché des valeurs. Comment est-ce qu'on peut l'analyser juridiquement? Je vous laisse y répondre. Et enfin, lorsqu'on va parler du token, du design de token, on va également parler du code et des algorithmes, c'est-à-dire son fonctionnement. Et quand je parle de son fonctionnement, je cherche à comprendre quel moyen de distribution, quel canal de distribution j'ai utilisé. Est-ce que
c'est un nombre précis de tokens qui sont mis sur le marché? Et si oui, combien sont-ils? Et quelle est leur valeur aujourd'hui par rapport à leur prochaine valeur dans 2 semaines, dans 10 ans? Et par rapport à cette valeur-là, je suis en mesure de m'assurer que ils ne vont pas être utilisés, par exemple, pour tout simplement boursicoter. Aujourd'hui, on n'utilise pas le Bitcoin pour boursicoter. Quand on achète un peu de Bitcoin, si on a la chance d'avoir un Bitcoin en entier, on le garde très jalousement quelque part, on l'oublie, ou alors on l'investit, on le met à disposition dans une institution financière, parce qu'on voudrait que cela, à la fin, nous rapporte quelque chose en plus. Et donc, cette façon de faire fonctionner le Bitcoin était déjà écrite dans son ADN par le code et les différents algorithmes qui le font fonctionner. On peut également se poser la question. Tout à l'heure, je parlais de security token, de utility token. Lorsque nous prenons par exemple le NFT, est-ce que le projet que le client est venu me présenter est un projet qui a une connotation NFT? Et dans ce cas, que dit la loi? Que dit le règlement européen? Que dit le droit OHADA? Que dit le droit russe? Que dit le droit français? Si le token est fongible, donc non fongible, fongible, est-ce que derrière, la nature du token sera également monétaire? Et dans ce cas, si elle l'est, que dit l'AMF? Et donc c'est à partir de cette analyse globale que vous, juristes, que vous, experts comptables, devez porter un jugement conséquent sur la nature, sur le statut juridique de l'entreprise que votre client va devoir créer. Donc à partir de là, par exemple, pour le cas de Bitcoin, on peut dire que Bitcoin, eh bien, comme statut juridique, c'est une société de fait où chaque participant au réseau est responsable suivant, par exemple, la totalité des tokens Bitcoin qu'il possède. Donc ça veut dire que de facto, si demain quelqu'un devait porter plainte, hypothétiquement, contre la communauté blockchain Bitcoin, eh bien, et qu'un juge devait condamner la communauté à verser à cet individu une réparation, eh bien, chaque membre participant à la communauté Bitcoin devra verser réparation à cet individu. Voilà comment on analyse un projet blockchain que l'on vous présente en tant que juriste. Comme vous avez pu le remarquer, rien ne change dans la pratique. Il n'y a juste que des ajustements. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de formation.